La deuxième caractéristique du capitalisme, notamment quand on en étudie l'évolution dans l'histoire, eh bien, c'est l'évolution de ses formes institutionnelles. Alors, les formes institutionnelles, c'est par exemple le rapport entre le capital et le travail. Alors, ce rapport, il est plus ou moins conflictuel. Au XIXe siècle, quand naît l'entreprise industrielle, très rapidement, il devient conflictuel avec le développement du syndicalisme, avec le développement du mouvement social, avec la théorie de la lutte des classes de Karl Marx, par exemple. Il y a un antagonisme réel entre capital et travail. Les années du Fordisme, elles, seront plutôt des années de compromis entre le travail et le capital, même si il y a des conflits et que le pouvoir syndical est fort à cette époque, il y a quand même une sorte de compromis. Les salariés font les efforts nécessaires pour obtenir des gains de productivité et leurs employeurs vont augmenter en permanence leur salaire. Donc c'est plutôt un compromis en termes de rapport salarial. Et puis aujourd'hui, nous verrons dans les caractéristiques justement de ce capitalisme financier qui est en train d'émerger sous nos yeux, nous verrons que le rapport capital-travail à nouveau bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire redevient moins favorable aux salariés, notamment aux salariés qui sont dotés de la plus faible employabilité, c'est-à-dire les travailleurs pour l'essentiel faiblement qualifiés, qui vont véritablement devenir des variables d'ajustement du système capitaliste, donc par la flexibilité à la fois de leur salaire et de leur emploi. Donc le rapport capital-travail est très important à analyser pour comprendre l'évolution du capitalisme. Les formes de concurrence, alors ces formes de concurrence, elles ont évolué d'une concurrence relativement, j'allais dire pure et parfaite, n'exagérons pas, mais se rapprochant des canons néoclassiques de la concurrence pure et parfaite, la concurrence de la révolution industrielle entre petites entreprises qui apparaissent sur le marché. Donc c'est une concurrence, comme on dirait aujourd'hui, atomistique, où effectivement il y a une bataille en permanence sur les prix, donc une concurrence qui favorise le consommateur. Et puis cette concurrence, elle va être atténuée à d'autres périodes, puisque les entreprises vont se concentrer, vont devenir ce que l'on appelle des oligopoles, c'est-à-dire qu'un petit nombre de firmes va contrôler une grande partie du marché, et du coup, les relations concurrentielles sur le prix vont être beaucoup plus faibles. On va plutôt se situer dans un environnement d'entente sur les prix. Et puis il y a la concurrence plus moderne, plus actuelle, la concurrence monopolistique, c'est-à-dire celle qui va porter sur la différenciation des produits, que cette différenciation touche d'ailleurs les caractéristiques du produit, leur qualité, ou bien encore le service qui est adjoint à ce produit. D'une manière générale, on voit bien que les formes de concurrence sont en train de s'atténuer, et peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans le capitalisme financier, il serait possible de parler d'une certaine fuite des entreprises, des relations concurrentielles, ces entreprises recherchant beaucoup plus volontiers des relations de coopération sous forme de partenariat ou d'alliances stratégiques. Les formes de financement de l'accumulation, c'est un troisième point institutionnel extrêmement important. Donc ce n'est pas le financement qui est une institution, mais précisément ce qu'il y a derrière ces financements. Et ce qu'il y a derrière ces financements, il y a soit l'entreprise et l'entrepreneur lui-même, puisqu'on peut se financer sur fonds propres, on peut réinvestir ses bénéfices. C'est plutôt la tendance de l'accumulation primitive du début du capitalisme. Et puis ensuite, ce financement, il va se faire par deux types d'institutions. L'appareil bancaire d'une manière générale ou l'appareil de marché, c'est-à-dire les marchés financiers d'une manière beaucoup plus récente. Et on peut retracer une histoire du capitalisme qui met en avant ces différentes formes de financement comme forme dominante prévalant à un moment donné. Le rôle de l'État est aussi tout à fait typique de l'évolution du capitalisme. Alors depuis les auteurs classiques et leurs continuateurs, les néoclassiques, qui évidemment voyaient que des malheurs de l'intervention de l'État dans la vie économique, les choses ont beaucoup changé. On sait depuis que l'État joue un rôle essentiel, pas vraiment dans le développement du capitalisme, bien qu'il faille quand même défendre la propriété privée et la concurrence, mais que l'État est tout à fait indispensable à l'élaboration et au bon fonctionnement des marchés, et que nous avons vu que les marchés étaient une institution totalement liée au développement du capitalisme.
Donc cet État a été amené à intervenir. Cette intervention, pour faire court, est montée en puissance, notamment après la crise de 29, puisque seules les interventions publiques ont permis de sortir les grands pays industriels du marasme économique dans lequel ils étaient tombés. Et puis, bien évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, développement un petit peu partout en Occident de ce qu'on a appelé l'État-providence, avec une très grande intervention dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine social, de l'État. Et puis, depuis 1980, 1970, ce qu'on a appelé la révolution libérale, à nouveau, machine arrière et un certain désengagement de l'État de la vie économique. Et on s'en aperçoit, par exemple, dans notre pays, par la fin d'outils qui étaient justement qui étaient totalement signe d'un interventionnisme fort de l'État, comme la planification. Donc la planification est un outil qui est désuet et qui ne sert strictement plus à rien. C'est aussi la privatisation d'une grande partie du secteur public. Et puis c'est aussi le désengagement de l'État dans un certain nombre de missions de services publics qui sont déléguées aujourd'hui à des intérêts privés. Donc, à nouveau, machine arrière, l'État perd de son importance dans le système économique, même si, évidemment, avec quasiment 40 à 45% un peu partout dans le monde de prélèvements obligatoires, le rôle économique de l'État est toujours notoire. Enfin, le degré d'ouverture de l'économie nationale, qui paraît être aussi dans le monde du XXe siècle, en tous les cas, une clé de lecture très importante pour comprendre l'évolution du capitalisme. Alors, ce degré d'ouverture, il s'est cantonné, il était très faible, je dirais, jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, il y a une première ouverture au commerce international qui s'est stoppée avec la crise de 29. Il faudra attendre les années 50-60 pour voir repartir les flux essentiels d'exportation et d'importation. Aujourd'hui, comme chacun sait, nous sommes entrés dans une ère de mondialisation, c'est-à-dire qu'on produit essentiellement pour l'échange international, que nous sommes interdépendants, nous dépendons des achats des autres et les autres dépendent de nos achats sur un certain nombre de spécialisations, et qu'en plus, cerise sur le gâteau de la mondialisation des échanges réels, cette mondialisation va se doubler d'une importance considérable du développement des flux de capitaux et des flux de monnaie circulant partout dans le monde. Donc, là, l'histoire est beaucoup plus simple. L'histoire du capitalisme, hormis la péripétie de la crise de 29 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est une histoire certainement de l'ouverture des frontières et de l'ouverture des nations sur le reste du monde. Alors, la succession des capitalismes, maintenant qu'on a explicité comment on pouvait analyser ce mode de production par ses institutions, par son régime d'accumulation. Donc voyons un petit peu la succession des capitalismes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y avait avant le capitalisme ? Alors c'est un débat en fait qui intéresse plus les historiens que les économistes sur l'origine du capitalisme. Certains parlent de balbutiement du capitalisme dans la Rome et la Grèce antique, d'autres parlent de son émergence à travers les foires de Champagne et de Lyon au Moyen-Âge. Enfin, les troisièmes, situent le véritable début du capitalisme avec l'essor du capitalisme commercial à partir du XVIe siècle. Donc les historiens ne sont pas vraiment d'accord sur les origines du phénomène et que dans la réalité, le capitalisme a émergé, a reculé, a progressé dans certaines activités, régressé dans d'autres. Et donc il n'y a pas une frontière nette entre les périodes pré-capitalistes et les périodes capitalistes elles-mêmes. En tous les cas, ce qui était sûr, c'est que dans nos économies qui ne méritaient pas le nom de capitalisme, l'économique n'a jamais été autonome. L'économique a toujours été enchâssée dans les autres relations sociétales, que ce soit des relations sociales par rapport au groupe d'appartenance, par rapport au clan, par rapport au village, par rapport à la communauté, ou que ce soit par rapport à des règles politiques qui fixait qui avait droit de faire ceci, qui avait droit de posséder cela. Donc l'économique, c'est une grande caractéristique des sociétés précapitalistes, encore une fois, n'est pas autonome et donc est complètement confondu dans le reste des relations sociales. Et c'est le capitalisme qui va effectivement autonomiser la sphère économique des autres sphères de la vie en société. Alors d'ailleurs, on pourrait faire une remarque identique par rapport
au système qui est apparu après le capitalisme, qui est apparu de sa contestation, à savoir le système communiste, ou devrait-on dire plutôt socialiste, qui ne prévoyait qu'une propriété collective des moyens de production. Et il est clair que l'État régentant, entre autres, les règles fondamentales de la production et de la répartition, bref, de l'économique, eh bien, il est clair de constater que dans ce système-là, il y a aussi enchâssement de l'économique, en tous les cas, qui est subordonné à des intérêts politiques et idéologiques beaucoup plus puissants. Donc il n'y a pas d'autonomie de la sphère économique comme il peut y en avoir dans le capitalisme contemporain. Alors la première époque du capitalisme, selon on va dire les historiens économistes, eh bien c'est le capitalisme commercial du XVe et du XVIe siècle, qui va être donc un capitalisme marchand, mais les marchands vont investir dans des bateaux, notamment quand le Nouveau Monde va être découvert, on investit, on prend un risque dans une cargaison, dans la construction d'un bateau, et puis au retour, eh bien en fonction de ce qui est ramené, on va se partager les profits entre les bailleurs de fonds et l'entrepreneur qui a pris le risque. Donc c'est lié à ce développement et à cette découverte de nouvelles routes commerciales que le capitalisme commercial et bancaire, puisqu'il va y avoir encore une fois des bailleurs de fonds, eh bien, apparaît donc à partir du XVe et du XVIe siècle. La deuxième époque, c'est le capitalisme industriel, qui date donc de la fin du XVIIIe siècle. C'est le capitalisme contemporain de la première révolution industrielle. Vous savez, la fameuse révolution de la fée vapeur, là où le monde industriel a commencé à exister. Alors ce capitalisme industriel de la fin du XVIIIe siècle, dont nous pouvons prétendre aujourd'hui encore être les héritiers, il se décompose en fait en deux périodes qui sont relativement distinctes. D'abord, les débuts, c'est le petit entrepreneur qui bénéficie d'un capital issu lui-même d'une épargne antérieure et qui va se lancer un petit peu comme les entrepreneurs de la nouvelle économie se sont lancés à la fin des années 90 dans leur garage pour construire de nouvelles solutions informatiques. Eh bien, ces petits entrepreneurs se lançaient avec des moyens totalement faibles, dans des projets d'innovation généralement techniques, et donc constituaient leur petite entreprise. Donc c'est le règne, ce capitalisme-là, c'est le règne de la petite entreprise dirigée donc par un entrepreneur, l'entrepreneur étant la personne qui dirige effectivement l'entreprise, mais qui aussi la possède. C'est une période de capitalisme sauvage, un capitalisme sans foi ni loi. La réglementation viendra bien après, et notamment c'est une période terrible pour le salariat qui travaille dans des conditions vraiment déplorables. La deuxième période, c'est la période qui émerge dans la deuxième moitié du XIXe siècle, plutôt même sur la fin du XIXe siècle. Eh bien, c'est le règne de la grande entreprise. Alors, la grande entreprise qui va se développer avec la société anonyme, en tous les cas en droit français, donc la grande entreprise par action, et qui va s'accompagner d'une croissance à peu près similaire de l'appareil bancaire. Donc on va avoir de grandes banques qui vont venir épauler de grandes entreprises pour pouvoir financer de gros projets d'investissement. Donc c'est la deuxième période de ce capitalisme industriel, une période de concentration d'entreprises et qui aboutira au succès des 30 Glorieuses. La dernière période, eh bien, c'est la période que nous vivons à l'heure actuelle. Alors, la dater précisément, là aussi, pose problème. C'est plutôt un concept qui permet de donner du sens à l'histoire et non pas de pouvoir chapitrer très précisément l'histoire. Eh bien, c'est ce qu'on a appelé le capitalisme financier et global de la fin du XXe siècle. Alors, selon ce titre, de toute logique, ce capitalisme, il émerge dans les années 80, probablement avec les révolutions libérales que connaissent la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et les États-Unis de Ronald Reagan. Probablement, le contexte idéologique est un bon élément pour dater le début de ce capitalisme financier global.